Chers amis de la toile et des tableaux de maths, salutations respectueuses. Et avant de débuter cette vidéo, n'oubliez pas les nouvelles et les nouveaux, de vous abonner si ça n'a pas été fait, et puis le pouce bleu qui fera très plaisir. Une fois n'est pas coutume, j'ai choisi de vous présenter une de mes parties jouées il y a presque 3 ans au championnat de France de Chartres en 2019. La raison en est que je trouve cette partie vraiment intéressante sur le plan pédagogique pour le débutant désireux de progresser rapidement. Et je vous souhaite un excellent visionnage. Dans cette partie, où nous nous concentrerons plus sur la compréhension des idées que sur l'analyse stricto sensu des variantes, j'avais les blancs et j'ai choisi de débuter par le premier coup E4. Mon adversaire a répondu la symétrie, E5, introduisant ce qu'on appelle les jeux ouverts, et après cavalier F3, le coup principal de cette position qui vient attaquer directement le pion noir central en E5, et bien mon adversaire ne l'a pas défendu, à la place il a joué un coup rare, F5, et ce coup qui constitue, je dois l'admettre, une surprise désagréable. Je n'en connais que le nom qui est Gambit laiton et je sais qu'il n'est pas dangereux pour qui connaît la théorie. Devinez quoi? Je ne connais rien du tout. Bon, alors on va commencer par se demander, mais au fait, qu'est-ce qu'un Gambit ou qu'est-ce qu'un Gambit? Alors un Gambit, c'est une ouverture, c'est-à-dire que ça se joue en début de partie, dans laquelle un camp investi sacrifie du matériel sous la forme d'un pion ou d'avantage en vue de compter sur les compensations qu'il va obtenir en retour. Alors, ça vous semble assez technique comme ça, je vais vous l'expliquer très bientôt, mais dans l'immédiat, eh bien, je note que le pion F5 n'est pas protégé, donc prenable par le pion E4 des blancs, et en même temps, je note que le pion noir en E5 n'est pas non plus défendu, et sans faire, comment dirais-je, une exégèse théorique du Gambit laiton qui outrepasserait le cadre de cette vidéo, je précise que le meilleur coup reste ici cavalier prend E5 qui menace directement un échec pénible de la dame blanche sur H5. D'accord? Mais ici, c'est F5 qui a été joué et c'est E prend F5 que j'ai choisi de jouer. Alors, je reviens juste ici et on va se poser la question, mais au fait, quand j'affronte une ouverture que je vois pour la première fois, que je rencontre pour la première fois et que je ne connais pas du tout, comment s'y prendre? Alors, dans le cas des gambits, il y a un adage échiquéen assez connu qui dit le meilleur moyen de refuser un gambit, c'est de l'accepter. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que souvent, votre adversaire va jouer un gambit, mais en s'attendant à ce que vous ayez peur de sa réponse si vous prenez le matériel généreusement offert, et à la place, il va s'attendre à ce que vous refusiez. Par exemple, un coup comme D3 qui protégerait le pion E4, que sais-je, mais il va s'attendre à ce que vous refusiez, à ce que vous décliniez l'offre. Eh bien, c'est peut-être une erreur, puisqu'ici j'ai joué E prend F5, et qu'est-ce que je veux dire par la pensée à mon adversaire? Eh bien, vas-y, je relève le gant, je prends un risque, mais dans l'immédiat, je gagne un pion, et à noter que ce pion, mon adversaire ne va jamais le revoir, mais je garde ça pour après. J'ai gagné un pion, à toi de me montrer ce que tu as prévu. Tu vas sûrement avoir une grosse attaque qui fait partie des compensations sur lesquelles je reviendrai un peu plus tard, mais voilà, je prends le risque, je joue le bonhomme, à toi, montre-moi ce que tu as prévu. Donc j'ai joué E prend F5, et ici je n'avais pas peur de E4, en me disant je vais jouer quelque chose comme cavalier D4, je vais protéger mon pion F5, et sur quelque chose comme fou C5, et bien peut-être simplement cavalier B3 qui vient se venger sur le fou à son tour, et ma foi, je ne vois pas trop comment les noirs vont justifier le don du pion F5, et ma foi ça joue, je vais rapidement mettre mon fou en jeu et je vais essayer également de roquer très rapidement. Donc ma foi, cela ne me dérangeait pas trop. Donc j'en reviens à E prend F5 et à la place c'est le coup cavalier C6 qui a été joué, qui n'est pas un mauvais coup. On sort une pièce et on verra un peu plus tard pour ce pion. Mais développer ces pièces, surtout dans les jeux ouverts, surtout dans une ouverture très venimeuse comme le Gambit laiton, ce n'est jamais une mauvaise idée. Alors moi j'ai joué ici fou B5.
et je veux juste que vous photographiez cette position dans votre esprit puisque je vais revenir au tout début et je vais vous montrer une transposition. Une transposition, c'est quoi? C'est un ordre de coups différent pour arriver à une même position. Donc E4, E5, cavalier F3, cavalier C6 et fou B5. Et vous reconnaissez sûrement la partie espagnole. Après quoi, on pourrait jouer le coup F5 qui s'appelle la défense Schliemann ou Gambit-Genich de l'espagnol. D'accord? Et moi, dans cette ouverture, eh bien, j'ai joué E prend F5 et vous voyez, on a la même position. Donc, je reviens à fou B5. Donc ici, mon adversaire, il a joué D6. Et déjà, c'est une première petite victoire pour moi. Qu'entends-je par là? Ce fou qui était plutôt voué à venir sur la forte case C5 et à exercer une pression certaine sur mon aile roi quand j'aurai roqué, va se retrouver assez passif sur la case E7. Donc déjà, je suis plutôt content. Et en plus, le cavalier noir en C6 est cloué. Donc pour moi, c'est déjà une petite victoire. Avant de poursuivre la partie, on va se demander, mais au fait, de quelle compensation on parlait tout à l'heure. Alors, la première, c'est évident, les noirs ont ouvert la colonne F. Alors, elle n'est pas totalement ouverte, elle est semi-ouverte puisqu'il y a des pions blancs dessus, mais cette colonne F est ouverte pour les noirs, de telle sorte que s'ils roquent rapidement, la tour pourra venir en F8 et exercer une pression certaine sur l'aile roi des blancs. La deuxième, c'est que on a obtenu avec les noirs une majorité centrale de pions, c'est-à-dire que les noirs ont 2 pions contre 1 au centre, et ça, on sait que ça favorise l'attaque. Mais maintenant, le petit problème, comme je l'ai dit, c'est que ce fou est verrouillé derrière sa chaîne de pions alors qu'on aurait espéré qu'il vienne en C5 et le cavalier est cloué. Donc déjà, on sent que les noirs commencent à s'éloigner de ce qu'on appelle l'esprit de la position. Alors l'esprit de la position, qu'est-ce que c'est que cette nouvelle notion? C'est quelque chose de très important. Aux échecs, l'esprit de la position désigne ce que la position réclame. C'est-à-dire que lorsque vous jouez un gambit, vous vous devez de jouer de façon agressive. Et pourquoi ça? Parce que vous vous êtes séparé d'un pion, voire plus, et pour compenser ce manque, vous devez évidemment jouer dans un esprit offensif et dynamique. Absolument pas dans un esprit défensif où vos pièces vont être confinées ou clouées comme c'est le cas ici. De mon côté, eh bien, qu'est-ce que j'ai fait? Je sais que normalement, je vais avoir droit à une forte attaque et à un développement rapide de la part de mon adversaire. Donc je ne cherche absolument pas à perdre du temps et j'ai roqué. Je mets mon roi à l'abri tandis que le roi noir reste au centre. Cavalier F6 et maintenant on a une position critique très importante ici. Regardez bien, les blancs, ils ont ce qu'on appelle l'avantage de développement. Ils ont activé leur tour en roquant. Bon, la tour, on préférerait la voir sur la colonne E, mais ils ont quand même activé leur tour en roquant. Ils ont sorti le cavalier et le fou, donc on peut dire que ça fait 3 pièces. Et surtout, quelque chose de très important, c'est ce qu'on appelle la sécurité des rois. Regardez, le roi blanc a roqué et il est en sécurité derrière ses pions et entouré de ses pièces, tandis que son homologue noir reste au centre. Il en résulte que c'est le roi blanc qui est le plus en sécurité. Et ça, vous allez voir que c'est très important. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause et vous poser la question, qu'est-ce que réclame la position? Comment doivent jouer les blancs? Alors j'espère que vous avez mis la vidéo sur pause et que vous avez trouvé une réponse satisfaisante. Quand vous avez l'avantage de développement, notamment que votre roi a déjà roqué et que le roi adverse lui est toujours au centre, vous devez, et ça il n'y a pas besoin d'être GMI ni MI pour le comprendre, c'est simplement du bon sens, vous l'avez sûrement entendu ailleurs, vous devez d'ouvrir la position pour atteindre le roi le plus vite possible. Et ouvrir la position, c'est quoi? C'est échanger, c'est faire sauter les pions centraux de telle manière que les pièces à longue portée, la dame, les tours et les fous puissent se mouvoir avec facilité et donc atteindre le monarque noir. C'est pourquoi j'ai joué le coup D4. Je ne veux absolument pas perdre de temps et je vois que ce roi pour l'instant n'a pas roqué, mais si je laisse les noirs jouer, ils vont jouer fou E7, ils vont jouer petit roc, donc j'essaie le plus vite possible d'attaquer le roi noir et j'ouvre
j'ouvre la position. Mon adversaire, qui n'est pas idiot, a bien compris ce que je cherche à faire et c'est pourquoi il joue E4. Et donc, les pions centraux demeurent. Je n'ai pas pu ouvrir la position. Mais je vois que j'ai l'avantage de développement et le roi n'a toujours pas roqué. Je me dois donc de jouer actif. Je dois jouer dynamique et ne pas perdre de temps. Donc, est-ce que j'enlève le cavalier qui est attaqué par le pion E4? Eh bien non, je continue dans ma lancée et j'attaque le cavalier de l'adversaire. Alors, à noter que ici, j'avais prévu E prend F3, D prend C6 et sur la prise du pion ici, en fait, je peux prendre le pion B7 mais avec échec. Après quoi, eh bien, je vais pouvoir faire une dame et si jamais on joue quelque chose comme fou D7, eh bien, ça ne me dérange pas trop puisque je peux enlever la tour de l'attaque, jouer tour E1 échec, gagner cette tour ici et ça va gagner facilement pour les blancs. Et dans cette position, eh bien, mon adversaire a joué la faute décisive puisqu'il a joué fou D7. Bon, je pense que le meilleur coup c'était A6, attaque directement le fou et après quelque chose comme fou A4 pour garder le clouage, jouer B5 et enlever le clouage en gagnant un temps sur le fou. Mais on va essayer de comprendre pourquoi je dis que ce coup fou D7 est l'erreur décisive. Quand vous jouez un gambit comme le gambit laiton qui affaiblit votre aile roi parce que vous ouvrez la colonne F pour votre tour, que vous avez la majorité centrale et que vous cherchez à avoir les fous bien en place pour attaquer, pour justifier ainsi d'avoir offert un pion, vous devez absolument de jouer offensif, dynamique, tactique. Or là, que fait le fou? Il vient en défense enlever un clouage, c'est vrai, mais on en aurait eu besoin sûrement pour prendre ce pion F5 qu'on pouvait quand même récupérer et en même temps le fou aurait été mieux placé en F5 qu'en D7. Mais malheureusement, les noirs ont joué un coup pour protéger, enlever le clouage et ça, on va voir que ça va leur être préjudiciable. Ici, dans cette position, j'ai joué un coup qui en même temps enlève la menace sur mon cavalier, maintient la menace sur le cavalier C6 et active une pièce. Comment est-ce que je peux faire ça? Eh bien, j'ai joué le coup tour E1. Vient faire ce qu'on appelle un vis-à-vis, c'est-à-dire mettre la tour en face du roi noir, qui pour l'instant n'est pas attaqué, mais on imagine que si ce pion disparaît, le roi sera en échec et ça pourra être désagréable. Et en même temps, mon cavalier est virtuellement protégé puisque le pion E4 est cloué de façon absolue, donc maintenant il n'y a que ce cavalier qui est attaqué. Bon, qu'a joué mon adversaire? Il a joué fou E7. Il s'enlève du clouage. Bon, il réitère l'attaque sur mon cavalier. Vous êtes d'accord? Alors qu'est-ce qu'on va jouer? Ici, j'ai choisi de jouer le coup cavalier G5. J'enlève le cavalier de l'attaque du pion E4 et en même temps, le cavalier des noirs, vous êtes d'accord, il est toujours attaqué. Alors vous pouvez vous demander qu'est-ce qui se passe sur la découverte cavalier prend D5 qui attaque le cavalier en G5. Alors soit je peux prendre le cavalier et après fou prend G5, tour prend E4, échec peut-être, mais j'ai peut-être plus fort sous la forme de dame H5, échec. Soit on joue roi F8, mais alors on se fait mater avec dame F7, ou bien alors le coup G6, mais qui paraît très dangereux, puisqu'il y aurait F prend G6, menace d'une découverte sur le roi noir, et attaque la tour. Par exemple, tour G8, G7, échec et mat. Ou encore, cavalier F6 vient attaquer la dame blanche, mais c'est pas grave, puisqu'on jouerait quand même G7, échec à la découverte. Le cavalier est obligé de prendre la dame et maintenant G prend H8, on prend la tour en faisant dame sur échec. L'avantage est absolument écrasant et après fou F8, quelque chose comme tour prend E4 échec sonne le glas pour les noirs. Cavalier G5 a été joué et les noirs n'ont pas joué la découverte cavalier prend D5, mais à la place ils ont fait comme les blancs mais de l'autre côté, ils ont joué cavalier B4 qui enlève le cavalier de l'attaque du pion blanc. Donc maintenant qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien nous sommes au 10e coup et j'ai joué cavalier E6. Alors qu'est-ce que c'est que ce coup? D'abord on voit que le cavalier est à bout, d'accord? On ne peut pas le prendre parce que le fou
est cloué de façon absolue. Et si on prend le fou, qui est possible, alors on perd la dame. Vous êtes d'accord? Il en résulte qu'on ne peut prendre ni le cavalier ni le fou. Et ce coup cavalier E6, qu'on appelle un coup intermédiaire, puisque plutôt que de parer la menace ici, je crée une menace supérieure, en l'occurrence sur la dame des noirs, eh bien ce cavalier s'appelle une pieuvre. Ça on l'avait déjà vu dans cette chaîne, dans la partie Reshevsky-Tressman, que je vous invite à visionner si pas encore fait. L'idée c'est quoi? Eh bien c'est d'installer un très fort cavalier sur la 6e rangée et qui plus est une case centrale, une colonne centrale, d'accord, sur E6, où le cavalier, regardez, il est soutenu par 2 pions. Alors je note que déjà le fou D7 n'attaque plus le pion F5 et le cavalier, comme je vous dis, il ne peut être chassé en aucune façon par des pions adverses, mais il est lui-même soutenu par 2 pions. Et regardez comment il est monstrueux ce cavalier. Imaginez que les noirs veuillent roquer, et bien vous le voyez, on ne peut pas parce que le cavalier contrôle la case F8. Et pourquoi est-ce qu'on appelle une pièce comme ça une pieuvre? Et bien parce qu'on imagine que le cavalier est une gigantesque pieuvre qui jetterait ses tentacules un peu partout dans le camp des noirs, paralysant ces derniers. Et pour que vous compreniez bien, si mon adversaire décidait de jouer tour F8, c'est juste pour que vous compreniez, eh bien je ne serais pas sûr de prendre la tour tellement le cavalier positionnellement est fort. Voilà, c'était juste pour que vous compreniez. Ici, la dame est attaquée. On a vu que le fou est cloué. On ne peut pas prendre le cavalier. Et si on prend le fou, alors on récupère la dame noire. Donc, il n'y a pas le choix. Et les noirs ont joué dame C8. Ils enlèvent la dame de l'attaque. Qu'est-ce qu'on fait ici? Eh bien, on va chercher à garder l'initiative. On voit que c'est les blancs qui font le jeu. On ne va pas donner aux noirs le temps de s'organiser, bien que ça commence déjà à être très difficile pour eux. Et j'ai joué fou prend D7, échec. Autant les changer et ne pas perdre de temps. Maintenant, fourchette entre le roi et la dame. Donc, que font les noirs? Dame prend D7, mais on voit que c'est toujours au blanc de jouer. Donc, c'est bien eux qui font la pluie et le beau temps dans cette partie. Très bien. Et ici, j'ai joué un coup, le coup dont je suis le plus fier de la partie, puisque beaucoup de joueurs se seraient sûrement précipités sur le pion G7, avec l'idée, je gagne un deuxième pion et j'attaque le roi de telle manière que le roi doit bouger et on a déroqué le roi. On peut se dire très bonne opération côté blanc. Mais j'ai pensé à autre chose. Quand vous jouez aux échecs, il s'agit pour vous de mobiliser aussi vos connaissances. Ce n'est pas qu'une question de compréhension de la position ou de calcul des variantes. Vous devez aussi mobiliser vos connaissances. Et c'est pour ça que je fais autant de parties d'échecs classiques sur cette chaîne. D'abord parce que j'adore ça, mais croyez-moi, ça vous sert. Et moi, je me rappelle, quand j'étais petit, et même aujourd'hui, j'adorais et j'adore toujours le génial états-unien Paul Morphy. Et Paul Morphy, il était spécialiste de ne pas récupérer le matériel, mais bien de penser à son développement. Raison pour laquelle j'ai joué ce coup en pensant à Morphy, j'ai joué cavalier C3, qui vient protéger le pion D5, puisque sur quelque chose comme cavalier prend G7 échec, roi F7 attaque le cavalier et cavalier D5, les noirs auraient pu récupérer ce pion, rendant ce cavalier déjà un peu plus instable. Mais en jouant le coup cavalier en C3, dans cette position, je défends le pion en D5 et je réitère la menace sur G7. Ce n'est pas parce que je ne l'ai pas fait au coup d'avant que je ne le ferai plus. Et rappelez-vous la fameuse citation de Nimzowitsch qu'on a lui aussi déjà vu sur la chaîne, la menace est plus forte que l'exécution. Donc je garde cette menace sous le coude et mon adversaire, pour cette raison, il a joué un coup tout à fait légitime, à savoir G6. Empêche toute velléité de la dame de venir faire échec, mais vient également saper les fondements de la pieuvre. Pourquoi? Eh bien parce que si on prend le pion F5, on affaiblit la pieuvre paralysante et par la même occasion, on essaie de récupérer le pion du Gambit investi dès le début de la partie. Donc les noirs ici ont joué G6. Ce coup ne contribue en rien au développement, à leur développement. Du coup, j'ai joué le petit coup
A3. Et ici, mon adversaire a répondu cavalier A6. Alors, cavalier A6, mais le cavalier au bord. Et là encore, une autre citation échiquienne, cavalier au bord, cavalier mort. C'est bien connu, donc certains disent cavalier au bord, cavalier qui dort. Bon, peu importe, moi je dis cavalier au bord, cavalier mort. C'est plus percutant et peut-être plus vrai, puisque on voit que souvent, les cavaliers, quand ils sont au bord, eh bien, ils ne servent plus à rien, et bien souvent, ça précipite la chute du camp qui les possède. Donc ici, c'est au blanc de jouer. J'ai décidé de jouer cavalier prend E4, gagnant un deuxième pion. Donc pour l'instant, j'ai 2 pions de plus. Et les noirs ont répondu G prend F5, qui récupère un pion, mais les blancs ont toujours un pion de plus. Et pourtant, G prend F5 constitue une gaffe. Vous pouvez chercher pourquoi en mettant la vidéo sur pause. Et moi, je vous dis à tout de suite pour le dernier coup de la partie. Et ici, le dernier coup de la partie, j'ai joué cavalier prend F6 échec. Tout simplement, la fourchette sur la dame et le roi, donc la fourchette royale. Et qu'est-ce qu'il faut voir? Eh bien, si jamais on bouge le roi, évidemment, cavalier prend D7, merci, au revoir. Et si jamais on prend le cavalier, eh bien, il y aurait cavalier C5, attaque à la découverte. Quand je vous parlais du vis-à-vis tout à l'heure, ce n'est pas pour rien. Il faudrait bloquer avec la dame pour éviter d'être attaqué par le cavalier. Mais maintenant, il y aurait tour prend E7, on gagnerait la dame et la partie avec. Voilà. Écoutez, cette vidéo est maintenant terminée, donc moi je tiens à vous remercier toutes et tous pour votre fidélité, votre écoute et votre patience. Et pour être tout à fait honnête, je précise que évidemment des parties comme ça, je n'en joue pas tous les jours, ce serait trop beau, et qu'il m'arrive moi-même d'être la victime de ce que je viens d'infliger cette fois-ci à mon adversaire. A bientôt, ciao ciao.